tribunal, ni du ministère public, encore moins d'une quelconque partie à ce procès. Pourquoi cet empressement à vous présenter? Pourquoi? Je veux bien le savoir. Bien. J'ai trouvé dans le dossier, je n'ai pas vu une enquête de personnalité me concernant. 2. J'ai toujours entendu de la part du parquet des questions qui vont dans le sens d'identifier les accusés en ce qui concerne leur parcours militaire. Troisièmement, j'ai dit qu'il y a beaucoup de questions d'ordre militaire qui sont passées ici, peut-être que de nature à désorienter les uns et les autres. En me présentant, les gens vont comprendre que je suis en mesure de répondre à toutes les questions relatives au fonctionnement de toutes les composantes de l'armée guinéenne. C'est ce qui m'a permis... Non, laissez-moi finir. Oui, ok, allez-y. Voilà, c'est ce qui m'a permis de faire le distinguo entre les attributions de l'armée de façon globale et les attributions de la police et de la gendarmerie nationale. S'il vous plaît, on va continuer. Voilà. Et vous êtes allé plus loin. Et ça frise le manque d'humilité. Vous avez dit ici... Humilité de la part de qui? Non, je ne manque pas d'humilité. Non, monsieur le président. Vous avez dit, c'est pourquoi on vous enseignera ce que c'est un manifestant. Quels sont les composants d'un manifestant? Quel est l'itinéraire d'un manifestant? Quelle peut être l'attitude d'un agent par rapport à la gestion de la manifestation? On peut se permettre, devant une telle juridiction, composée d'éminents magistrats, on peut se permettre d'avoir une telle prétention? Je vous enseignerai ceci, je vous enseignerai cela. Est-ce que cela ne frise pas le manque d'humilité de votre part? Je suis très humble. Non. Je suis très humble. Si vous n'êtes pas humble, moi je suis très humble. C'est vous qui manquez d'humilité. Vous manquez d'humilité, hein? S'il vous plaît. Non, mais il dit que je suis en manque d'humilité. Moi, je vais vous expliquer, monsieur le président. S'il vous plaît. Je continue, monsieur le président. Pas de termes offensants. Voilà. Monsieur le président. Des deux côtés, s'il vous plaît. Laissez-moi poursuivre. Oui. Et de toutes les façons, je ne suis pas le seul à avoir cette conviction résultant de vos propos. Ceci m'amène à vous poser des questions suivantes, parce que lorsque vous annoncez que vous allez définir ce que c'est qu'un manifestant, vous allez définir ceci, cela, alors moi je suis resté sur ma faim, vous ne l'avez pas fait. Pouvez-vous me définir qu'est-ce que c'est qu'un manifestant? Je n'ai pas de réponse à cette question. Très bien. Quels sont les composants des manifestants? Je ne peux vous répondre. Très bien. Quel est l'itinéraire des manifestants? Je ne peux vous le répondre. Quelle est l'attitude d'un agent par rapport à la gestion de la manifestation? J'ai déjà expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Voilà. Vous avez continué tout en vous présentant comme l'intellectuel parfait, comme étant le meilleur intellectuel autoproclamé de toute la gendarmerie. Je le suis. Vous êtes allé jusqu'à vous moquer de M. Abouakar Diakité Ditumba en disant qu'il ne sait rien de l'état de siège. C'est quoi l'état de siège? Vous pouvez nous définir? Qu'est-ce que c'est que l'état de siège? Je ne peux pas vous le définir. Voilà. C'est bien d'être... Je ne peux pas vous le définir. C'est quoi l'état Même si je connais, je ne peux pas vous le définir. C'est quoi l'état de siège? Je ne sais rien. Très bien. C'est quoi l'état de siège? On va tester. On va vous tester votre background ici. On va tester. Hein? On va tester. Allons-y. Qu'est-ce que c'est que l'état de siège? Puisque M. Toumba ne le connaît, ne sait pas. Il ignore cette notion. Qu'est-ce que c'est l'état de siège? L'état de siège. Oui.
Je vais vous le dire clairement. Allons-y, c'est quoi l'état de siège? C'est un texte. Allez-y. L'état de siège. Non, suivez. Comme vous venez de dire. Moi, si, comme vous venez de dire, l'état de siège, c'est le transfert du pouvoir civil au pouvoir militaire pendant une période exceptionnelle caractérisée par une insurrection populaire. Réponse acceptable. On continue. Non, ça veut dire que non, je suis aguerri. S'il vous plaît. Je suis un officier aguerri. Réponse acceptable. On continue. Toujours le texte se poursuit. Voilà. Quel est l'acte réglementaire qui proclame l'état de siège? L'état de siège est proposé au niveau de l'Assemblée nationale. Non, j'ai dit quel est l'acte réglementaire qui proclame l'état de siège? Le décret Très bien. du président. Voilà. Quelles sont les institutions dont les avis sont exigés et qui doivent être publiés dans le JO? On est en train de s'écarter largement du sujet. Je ne peux plus répondre à cette question. Il est collé, on continue. Monsieur Toumba et sa défense vous apprennent que le décret proclamant l'état de siège est pris après avis du président de l'Assemblée nationale et du président de la Cour suprême, et ces avis sont publiés au journal officiel. Je continue. Le texte se poursuit. Lorsque, par voie d'ordonnance, le président de la République prend une mesure nécessaire, soit à la défense de l'intégrité du territoire national, soit au rétablissement ou au maintien de l'ordre, quelle est l'institution qui doit se réunir de plein droit? Je n'en sais pas, je ne peux plus répondre. Très bien. Monsieur Abouaka Diakité du Toumba vous apprend que lorsque c'est le cas, c'est l'Assemblée qui se réunit de plein droit si elle n'est pas en session. Quelle est la durée de l'état de siège? Quelle est la durée de l'état de siège? Je ne peux pas répondre à cette question. Alors, monsieur Toumba et sa défense vous apprennent que la durée de l'état de siège est de 12 jours. Quelle est l'institution habilitée à autoriser la prorogation du délai de 12 jours pour un nouveau délai qu'elle fixe elle-même? Je ne peux pas vous répondre à cette question. Monsieur Abaka Toumba Diakité et sa défense vous apprennent que seule l'Assemblée, saisie par le président de la République, est habilitée à proroger l'état de siège. Quelle est l'étendue de l'état de siège? Je n'ai pas de réponse. Ce n'est pas le sujet là qui m'amène ici. Est-ce que vous le saviez lorsque vous posez le problème? Est-ce que vous le saviez? Question? Par quel acte réglementaire cette étendue est fixée? Je n'ai pas de réponse. Très bien. En matière d'état de siège, quelles sont les autorités compétentes entre lesquelles s'opère le transfert des pouvoirs nécessaires au maintien d'ordre et à la police? Revenez aux faits maintenant, maître. Voilà. Merci, monsieur le président. Il est collé. Alors, on va passer. Il est collé. Il a compris que ce n'est pas M. Abouaka Diakité Ditumba qui ignore la notion de l'état de siège et ses implications. Il en fait partie. Ici, vous avez eu à dire que vous avez été discriminé. Et lorsqu'il est question de formation, on vous fait appel. Mais lorsque c'est pour occuper des postes de responsabilité, vous êtes discriminé. Alors, pensez-vous qu'en parlant de cela dans ces prétoires, qu'on peut trouver une solution à vos frustrations? Moi, j'ai expliqué le contexte dans lequel j'ai avancé cette idée. Quand on me dit qu'au temps du CNDD, Blaise faisait partie des proches du président Dadis. Quand on me dit Blaise était formateur à Kalia et que c'est lui qui venait faire le compte rendu au président Dadis
lui parler de l'évolution, du niveau d'évolution de la formation. Quand on me dit que Blaise, c'était des éléments proches de Dadis qui bénéficiaient des avantages, alors au fond, celui qui m'accuse, c'est personnellement. Un, il ne m'a jamais connu. Deux, je n'ai jamais bénéficié d'un avancement en grade à titre exceptionnel comme lui. Grade de sergent au grade de lieutenant. Après, il se retourne pour me parler ainsi. Mais c'est une frustration. Ça choque. Écoutez, si je voudrais que vous sachiez que M. Diakité, ce n'est pas lui qui est en charge de votre promotion. Ça ne concerne que votre hiérarchie. Il n'a rien à voir dans ça. Mais il n'a pas à Donc, ce que vous dites là n'a aucun rapport. Oui, mais lui, il n'avait pas le droit de m'assimiler à tout cela. Voilà. Et pourquoi je continue. Vous êtes allé jusqu'à procéder à une comparaison. Hein, en disant que M. Aboubacar Diakité Ditumba a eu un poste de responsabilité. Vous n'en avez pas eu. Il a eu de l'argent. Vous n'en avez pas eu. Hein? Mais est-ce que vous savez quelle fut sa contribution dans la prise du pouvoir? Vous le savez? Vous savez, ça ressort d'ailleurs clairement de la page 14 du procès verbal d'interrogatoire du capitaine Dadis, qui a eu à dire qu'il fait partie de ces petits qui l'ont porté au pouvoir au détriment d'autrui. Est-ce que vous le savez? Moi, je n'ai pas parlé. C'est pas le problème d'avoir des postes de responsabilité, d'avoir de l'argent. C'est pas ce qui m'intéressait. Mais ce qui m'intéressait. C'est ce que vous avez fait. Non, c'est ce qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, vous savez. Non, laissez-moi parler. Monsieur le Président, il m'a posé des questions. Laissez-moi parler. Oui, allez-y. Voilà. Il a eu tous les avantages qu'il a eu. Ça, c'est pas ce qui m'intéressait. Mais pourquoi dire qu'après 3 mois, il était déjà léger et que les proches de Dadi sont venus faire la relève en me citant parmi ses proches qui étaient en train de bénéficier des avantages. Qu'il n'a qu'à continuer avec ses avantages. Mais pourquoi dire que je faisais partie de ceux-là qui bénéficiaient des avantages? Mais est-ce que je vais garder la bouche fermée? Je suis obligé de dire au tribunal, Monsieur le Président, tout ce que lui, commandant Boubacar Diakité, est en train de dire à mon actif, c'est pas vrai. Je n'ai jamais été proche de D'autres questions. Et est-ce que, voilà, s'il vous plaît, alors, vous comprendrez que ce ne sont pas les diplômes qui permettent d'avoir des postes de responsabilité. Il y a aussi le destin. Il y a le destin. Chacun vient dans ce monde avec son destin. C'est ce que je veux vous faire comprendre. Donc vous n'avez pas à vous comparer à mon commandant. Alors, et vous êtes allé plus loin encore dans vos attaques personnelles contre M. Diakité en disant, Monsieur le Président, si vous avez eu la malchance de découvrir Toumba pendant le temps du CNDD, vous l'auriez haï à jamais. Vous l'aurez haï à jamais. Est-ce que vous, personnellement, vous avez connu M. Aboubacar Diakité Ditumba? Vous l'avez côtoyé? Vous l'avez pratiqué? Je reviens encore sur mon propos. Imaginez un militaire, si réellement il est bien formé, il ne peut pas avoir l'audace de dégainer son arme pour tirer sur le président de la République. Vous étiez présent? Non mais... Vous étiez présent? Il a avoué ici. S'il vous plaît, sa question est de savoir, est-ce que vous l'avez côtoyé? Voilà, ma question est claire. C'était ça sa question. Non, vous l'avez côtoyé? Je le voyais. Vous ne l'avez pas côtoyé, donc je le voyais. Vous fondez sur des sauges qu'il a déclaré. Sur des sauges qu'il a déclaré.
je vous dis... Je me fonde sur les choses qu'il a déclarées. S'il vous plaît. Je crois que vous êtes en train de vous laisser emporter, habiter par la haine. Je ne suis pas haineux. Et je continue. Je ne suis pas haineux, encore une fois de plus. Je ne suis pas haineux. C'est vous qui avez la haine viscérale contre moi. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Hein. Je vais vous démontrer par A plus B que l'officier qui est là, la Guinée a besoin de lui. Calmez-vous. Moi, je suis un officier. Calmez-vous. Très serein. Voilà. Vous pensez plus... Vous vous rappelez, vous êtes allé jusqu'à dire... Vous avez la haine viscérale contre moi. Vous êtes allé jusqu'à dire ici que mon capitaine Dadis, qu'il aurait même regretté de n'avoir pas fait votre connaissance. Parce que vous seriez à même d'apporter des réformes les plus inoubliables de la République. Mais est-ce que vous pensez qu'on pouvait vous nommer? Est-ce que vous ne savez pas qu'en matière de coup d'État, nos contributions, nos drinks, que c'est cela la règle? Est-ce que vous le saviez? Sur ce point, c'est lui qui a apprécié. C'est lui qui m'a découvert. C'est lui qui a émis ce regret. C'est lui qui a dit que s'il m'avait connu, il allait me faire ceci, il allait me faire cela. Et je vais vous dire, si vous ne savez pas, je vais vous dire, partout où j'ai assumé une petite responsabilité, j'ai marqué ma présence. Vous voyez, il est en train... Non, c'est vous qui dites, c'est vous qui le dites. Permettez-moi... Encore une fois, laissez, moi j'ai du respect pour le tribunal. Je vais continuer. J'ai du respect pour le tribunal. Je vais continuer. Je vous ai suivi par-ci, C'est par-là. bon, c'est bon. Une autre question. Je continue. Voilà, je continue. Et mon capitaine vous a apprécié parce qu'il ne vous a pas évalué. Moi, je viens de vous évaluer. Vous avez 0,2. Vous ne pouvez pas m'évaluer. Très bien. Vous êtes loin de m'évaluer. S'il vous plaît. Parlons maintenant des services spéciaux. Monsieur le Président. Voilà, parlons des services spéciaux. Laissez-moi agir. Les services spéciaux. Pouvez-vous nous dire quel est l'acte, soit législatif, soit réglementaire, qui portait création, attribution et fonctionnement des services spéciaux? Bien. Moi, la création des services spéciaux relevait du pouvoir politique. Si vous voulez, si vous m'acceptez, je vais vous expliquer comment le service a été créé. Non, ma question est... Maintenant, je n'ai pas l'acte. Très bien. Lorsque vous êtes arrivé suite à votre désignation en tant qu'officier aguerri, officier plus instruit que tous les autres, lorsque vous êtes arrivé, Monsieur Keboro n'a-t-il pas mis à votre disposition l'acte portant création des services spéciaux? Il n'a pas mis l'acte à ma disposition, mais il nous a reçu, il nous a expliqué. Est-ce qu'il a mis l'acte à votre disposition? Non, il n'a pas mis l'acte à ma disposition. Une autre question. Donc, ça veut dire que c'est vous-même, entre vous, vous vous êtes assis et vous avez défini les attributions des services spéciaux. C'est ce qui s'est passé? C'est ce qui s'est passé? Comme vous venez de le dire, comme vous venez de le dire, quand nous sommes arrivés, on a vu qu'il y a 3 composantes de mission qui caractérisent les services spéciaux. Vous comprenez? Alors, nous sommes des gendarmes. C'est que c'est un peu spécifique. On s'est dit, il y a l'antidrogue. Qu'est-ce qu'il faut pour lutter contre la drogue? Deuxièmement, il y a les services spéciaux. Comment animer les services spéciaux pour qu'ils soient actifs dans la recherche des renseignements par rapport au grand banditisme, par rapport au trafic de la drogue. Ensuite, il y avait le grand banditisme. Maintenant, grand banditisme, qu'est-ce qu'il faut pour au moins soulager la population par rapport au cas de grand banditisme? Maître, laissez-moi vous dire que vers la fin du règne de Lassana Conté, tous les Guinéens le savent.
tous les Guinéens le savent. Il y avait de grands banditismes. La Guinée était devenue une plaque tournante de l'importation et de l'exportation de la drogue. Très bien. Donc, on a fait ce qu'on appelle un tour d'horizon pour nous atteler à cet état de fait. Et un peu plus loin, peut-être quand les avocats vont venir, je vous parlerai effectivement des différents exploits qu'on a eu à faire. C'est impressionnant. Des textes de loi, dans quel sens? Hein? Vous parlez des textes de loi, j'ai dit dans quel sens? Non, je n'ai pas parlé de textes de loi. Vous avez fait quoi? Je n'ai pas compris ce que vous dites. J'ai dit, oui. Au fur et à mesure nous allons évoluer, si le temps me permet, je vous parlerai des différents exploits qu'on a eu à faire pendant cette petite période. Oui. Vous savez, en relation... Vous savez, vous et moi, nous avons quelque chose en commun. Bien sûr. Voilà. Et c'est que nous sommes tous rivés au texte des lois lorsque nous parlons. Et vous, en tant qu'officier, hein, alors, aguerri, vous avez dit que vous avez été à une formation pour parfaire. Hein, c'était pour parfaire votre formation en tant qu'officier de police judiciaire. Et en plus, vous êtes procureur. Alors, lorsque on vous appelle dans un service, je crois la première des choses, c'est de vous sortir le texte qui a donné naissance à ces services. Permettez-moi, on ne le fait pas. Alors, vous vous asseyez, vous faites preuve d'ingéniosité, si je peux m'exprimer ainsi, pour pouvoir meubler, hein, les différents services. Alors, et dans ces conditions, c'est dire qu'on vous a jeté comme ça dans un service qui n'était pas prévu par un quelconque des textes de loi, et il a fallu une navigation à vue de votre part. Bien. Merci beaucoup, maître. Oui. Alors, les textes de loi, ce sont les hommes qui le font. Encore une fois, l'antidrogue, c'était une nouvelle création. Sinon, au départ, Thiebro était proposé pour le poste de ministre de la Jeunesse. Les Américains ont jugé nécessaire à ce qu'il y ait un service spécialisé pour la lutte contre la drogue, parce qu'au regard que la Guinée était devenue une plaque tournante de la drogue. Et les conséquences, maître, les conséquences de cela, c'était pas bon pour notre pays. Alors, puisque le département est créé, il faut des hommes pour l'animer, et au fur du temps, on essaye de faire des propositions pour en faire un texte de loi. Mais on ne peut pas s'asseoir faire, tout ne pouvait pas se faire en un seul jour. C'était de façon progressive. S'il vous plaît, vous savez, on est en train de vivre une transition, et comme ce fut le cas sous le CNDD, mais on est en train de voir des nouvelles institutions qui naissent, mais des nouvelles institutions qui naissent sur la base des décrets. Donc, vous ne pouvez pas me convaincre sur ce plan-là. Je continue, s'il vous plaît. Mais il y a eu décret. Permettez. Où est le décret? Le décret portant création, oui. Création, attribution et fonctionnement. Il y a un tel décret? Il y a eu décret portant sur... Portant création, on peut trouver dans les attribution et fonctionnement. Il y a un tel décret? Je n'ai plus de réponse par rapport à cette question. C'est ça. Alors, ce qui est quand même à noter et qui est à mettre à votre actif, voilà, parce qu'en tant qu'intellectuel, qui est à mettre à votre actif, vous êtes parvenu à donner naissance, à permettre à une nouvelle institution de faire corps de prendre corps dans notre pays. Et cette institution, alors, elle existe jusque maintenant. Maintenant, puisque vous étiez les pionniers de cette institution, je voudrais savoir, lorsque vous arrivez là-bas, alors quel était l'effectif de cette institution? Bon, je ne peux pas vous donner l'effectif exact parce que je n'étais pas le chargé des effectifs. Il y avait combien de gendarmes? Vous êtes venus, vous avez produit la dernière fois ici, vous avez produit un acte, hein, qui vous a affecté là-bas. Sur cet acte, vous êtes au nombre, je crois, de 23, si je ne me trompe. Voilà. Vous êtes au nombre de 23. Oui. Donc, dans le texte, je pense. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait que 23 gendarmes là-bas.
C'est vous, vous êtes les pionniers de cette institution. Aidez-nous à comprendre. Bien. Voilà, aidez-nous à comprendre. Les 23 dont je fais allusion, si vous me permettez, Oui. j'ai bien expliqué la fois dernière. J'ai dit que la police avait envoyé des cadres. Si vous voyez la physionomie du personnel policier qui était venu, c'était que des commissaires divisionnaires. Vous comprenez? Alors, quand la demande est partie au niveau du haut commandement, le général Baldé a jugé nécessaire de choisir des bons cadres. Des bons cadres qui vont aller travailler de concert avec la police. C'est ainsi qu'il a pris quelques éléments de la première promotion OPJ, deuxième, ainsi de suite, pour mettre à la disposition de ce service. Vous comprenez? Donc c'était des cadres. C'est ce qui constitue les 23. Maintenant, le personnel non cadre, là je n'ai pas la liste. Puisqu'il y avait des élèves gendarmes. Une estimation au moins, une estimation. Puisqu'il y avait des élèves gendarmes, comme je l'ai dit la fois dernière, qui étaient venus, il fallait les distribuer dans toutes les unités pour qu'ils puissent appréhender la réalité. Parce qu'un jour, ils peuvent être confrontés à des cas de grands bandits, à des cas de drogue, mais comment faire des enquêtes à ce propos? Donc, je vais venir tout à l'heure à ces élèves gendarmes. Voilà. Hein? Je vais venir aux élèves gendarmes. Moi, mon problème d'abord, c'est l'effectif. Hein? C'est l'effectif des services spéciaux. Alors, vous êtes venus, vous étiez au nombre de 23. Et vous avez eu la chance avec le général Baldé, qui vous a montré également la liste des commissaires qui ont été désignés. Sur cette liste, ils étaient combien, ces commissaires? Je n'ai pas dit qu'il m'a donné la liste. Il m'a dit, je n'ai pas dit qu'il m'a donné la liste. Comprenons-nous. Et puisque vous avez commencé à parler à basse voix, moi aussi je vais commencer à parler à basse voix. On va se comprendre. Là, voilà. Vous avez intérêt, hein? Non, mais intérêt partagé. Alors, il m'a dit que la police a envoyé des cadres. Moi aussi, je dois envoyer mes cadres. C'est dans ce sens-là. Vous savez, il y a le personnel de commandement, d'encadrement, et le personnel en bas, d'exécutant. Voilà, c'est un peu ça. Vous savez ça, maître. Oui, vous savez, vous étiez au nombre de 23. La police, hein, quand vous venez pour la toute première prise de contact, vous êtes là. La moindre des choses, c'est au moins d'avoir une certaine idée du personnel, des commissaires de police, des officiers de gendarmerie qui viennent d'être affectés. Vous n'avez pas pu avoir une certaine idée? Non. Hein? Non. Maître, je vais vous expliquer. Peut-être que vous faites... j'ai l'impression... Non, permettez-moi. J'ai l'impression que vous voulez nous cacher des informations. Aucunement pas. Mais pourquoi ne pas nous dire, ces jours-là, à la première rencontre, nous étions au nombre de tels. Hein? 23 gendarmes et puis 23 commissaires de police. Pourquoi ne pas nous dire ça clairement? Qu'est-ce que vous cachez? Moi, je m'intéresse à mon cas. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, par rapport à l'effectif global, j'ai dit que moi, je n'aime pas mentir. Je ne veux pas dire les contre-vérités. Ce que je vois, ce que je fais, ce que j'entends, c'est ce que j'ai dit. Je ne peux pas dire quelque chose. Et en dehors, voilà. En dehors, puisque vous ne voulez pas nous donner des informations par rapport à l'effectif exact des commissaires et des gendarmes qui ont été affectés à ces services, oui. En dehors de vous, M. Kegboro a eu à faire une estimation ici. C'était en réponse à l'une des questions posées, à l'une des questions posées par M. le Président. Il a estimé l'effectif des services spéciaux à 200 hommes. Qu'est-ce que vous en dites? C'est lui qui a dit, c'est lui le chef. Mais vous étiez là-bas aussi? Non. Vous exercez au niveau de ces services. Je ne peux pas trouver autre que ce qu'il vient de dire. D'accord. Maintenant, comment
se passait la planification de ces 200 hommes? Comment ça se passait? Et est-ce que le planificateur, il établissait une liste qu'il affichait tous les jours pour que les uns et les autres chassent qu'ils sont planifiés tel ou tel jour sur tel ou tel itinéraire? Comment ça s'est passé? J'ai déjà expliqué largement, maître. Quand il planifiait, où était affichée la liste de ceux qui étaient planifiés? C'était affiché à la rentrée de... Comment on appelle? Vous venez, il y a une terrasse ici. Avant de monter à l'étage, il y a l'escalier. Il y a un emplacement vide, comme ici là. On met ici et puis vous rentrez. Il y a un tableau d'affichage. Voilà, dès que vous venez, vous regardez. Très bien. Et vous êtes un intervenant extérieur à la gendarmerie, vous connaissez comment ça fonctionne? Je suis un intervenant extérieur. Vous donnez des cours. Où? À Symphonia. Ok, d'accord. Oh. On continue. Et je voudrais savoir, lorsque votre planificateur, alors, il procédait à la planification, y avait-il pas de chrono où il devrait archiver? Chrono? Oui. Non, ça se passe pas. Il n'y a pas de chrono? Non, ça se passe pas comme ça, maître. Il n'y a pas de chrono. Donc, quand il planifiait, où on pouvait archiver pour avoir au moins une certaine mémoire de tout ce qui se passait en votre temps? Bien. Comme dans toutes les unités, vous pouvez vérifier, on fait la planification du lundi au dimanche. Vous comprenez? On fait la planification du lundi au dimanche. Quand ce tableau est exécuté, on enlève et puis le planificateur il met encore pour la semaine prochaine. Il veut savoir. Il n'y avait pas d'archives. Voilà. Donc, pas d'archives. Vous savez, le secrétariat général chargé des services spéciaux avait rang de ministère. Oui. Vous le savez, non? Oui. Ça veut dire qu'il n'y avait aucun service d'archives. Si aujourd'hui, permettez-moi, si aujourd'hui ce tribunal a besoin des informations, parce que ces planifications-là nous intéressent, surtout la planification du 28 septembre. Ça veut dire que ce tribunal n'a aucune possibilité d'accéder à ces informations à travers un service d'archives. C'est ce que vous voulez dire? Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de service d'archives sur nous. Les notes qui sortaient, les notes qui rentraient, là, on peut ouvrir des chronos. Mais les services ordinaires comme ça, là, non. Dans toutes les unités, vous pouvez vérifier, maître. Dans toutes les unités, vous pouvez vérifier. D'accord. En tout cas, le tribunal a le plus grand intérêt à vérifier de ses côtés. Parce que... Et ces jours-là, le jour du 28 septembre, et il y avait eu combien de personnes qui ont été planifiées? J'ai expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Ces jours, quel est l'itinéraire qui était indiqué pour l'équipe dirigée par mon colonel Blaise Goumou? J'ai retracé mon itinéraire, je ne peux plus revenir sur ça. Est-ce qu'il était prévu dans votre itinéraire que vous devriez vous retrouver, disons, au stade du 28 septembre? Est-ce que cela était prévu? J'ai tout expliqué, maître, je ne peux plus revenir sur ça. Alors, et puisque vous vous êtes retrouvé en ces lieux, alors que ce n'était pas prévu dans votre itinéraire, et étant entendu, c'est vous-même qui l'avez rappelé ici, à des questions posées par le président, monsieur le président de ce tribunal, que vos attributions consistaient à y mener les activités de police judiciaire, mais aussi des patrouilles. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire
à quel titre vous vous êtes retrouvé là-bas, puisque nous avons le dossier de la soudure, ça a été discuté ici, et vous ne faisiez pas partie des services de sécurité qui étaient planifiés ces jours. J'ai largement expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Très bien. Parlons maintenant des élèves, gendarmes, des stagiaires. Ces stagiaires venaient d'où? Qui vous accompagnaient ces jours-là? C'était des stagiaires mélangés venus de Symphonia et de Calia. Je n'ai pas compris. C'était des stagiaires venus du centre de formation de Symphonia et de Calia. Et mélangés quoi. Ok. Où sont-ils? Ils sont dans les unités. Ils sont dans les unités. Je pense qu'actuellement, certains peuvent être adjudants-chefs, d'autres sont lieutenants, ainsi de suite. Ils sont dans les unités. Et ils ont passé combien de temps dans votre service? Bon. 2009. Parce que moi j'ai quitté en 2010. J'ai quitté en 2010. Okay. J'ai laissé les autres là-bas, j'ai quitté. Vous les avez laissés en stage quand vous quittez? Non. Après le stage, oui, il y a la confirmation. Oui, il y a eu une attestation qui leur a été délivrée. Non, il n'y a pas on ne peut pas vous donner. Ça a été sanctionné par quoi, leur stage? Vous savez, il y a, quand vous sortez, moi-même j'ai bénéficié de cet avantage. Dès que vous sortez de l'école, puisque vous avez appris comment faire les auditions théoriquement, comment interpeller les gens, quelles sont les règles qu'il faut observer dans le cadre du maintien de l'ordre. Leur stage a été sanctionné par quoi? Je voulais lui. Bon, il n'y a pas de certificat. C'est ce que je voulais lui faire comprendre. Ont-ils déposé des rapports de stage? Ces élèves-là, gendarmes, ont-ils déposé des rapports de stage? Non, il n'y a pas de rapport de stage. Il n'y a pas de rapport de stage. C'est une période transitoire. Pour un moment donné, dès que la période la passe, on les confirme et passe au grade de margie. C'est curieux, je pense que le ministère public a le plus grand intérêt à s'informer autour de ces élèves gendarmes. Ça pourrait être d'une importance capitale. Voilà. Vous avez eu ici à parler de la garde présidentielle. Alors, quelle différence faites-vous entre la garde présidentielle et le régiment? La garde présidentielle, son échelon supérieur, c'est le régiment. Oui. Vous pouvez nous expliquer? Non, je ne peux pas vous expliquer, c'est un peu technique, je ne peux pas vous expliquer. De quelle est la différence? Oui. J'ai fait la différence. Vous savez, c'est l'occasion pour nous d'apprendre auprès de vous sur des questions intéressant ces procès qui ne sont pas, permettez-moi, qui ne sont pas des questions strictement juridiques, mais qui sont des questions militaires. Je crois que ça plaide même en votre faveur, parce que ça va permettre à cette juridiction de faire une meilleure appréciation des faits. Donc, il est toujours important d'expliquer ce qui est à expliquer lorsque c'est technique. Je ne peux pas expliquer ici. Je me suis limité, j'ai parlé même de la garde présidentielle seulement parce que par rapport à certaines attributions, mais je ne peux pas vous expliquer. Je n'ai pas de réponse par rapport à ça. Vous avez eu à dire que cette garde présidentielle, alors au temps du CNDD, comprenait le camp, vous avez parlé du camp Koundara, vous avez parlé du camp Kamayen, vous avez parlé du J. Alors, est-ce que vous qui avez accepté d'en parler, vous pouvez nous dire quel est l'effectif de chacune de ces unités? Je ne peux pas vous parler des effectifs de chacune des unités, mais j'ai voulu vous faire comprendre, comme vous ne me laissez pas tellement parler, sinon ça pourrait aider
le tribunal à mieux comprendre pourquoi, dans quel contexte j'ai eu à parler de ça. Oui, allez-y. Quand j'ai dit le camp de Koundara, Bellevue, Coronti, kilomètre 36, je veux parler de l'échelon 3 de la garde présidentielle. Il y a l'échelon 1, il y a l'échelon 2 et il y a l'échelon 3. Maintenant, le commandant de la garde présidentielle, l'échelon 3, qui est composé de GIR, GIR là déploie son personnel au camp et au barrage Kaka. Ceux qui vont souvent à Kindia, vous les voyez là-bas. Vous voyez les bleus rouges au barrage là-bas qui contrôlent la sortie et l'arrivée d'une éventuelle militaire. L'autre côté, venez vous regarder. Très bien. Vous êtes un intervenant extérieur à la gendarmerie, vous connaissez comment ça fonctionne? Je suis un intervenant extérieur, vous donnez des cours. Où? À Symphonia. Ok, d'accord. Oh, on continue. Et je voudrais savoir, lorsque votre planificateur, alors, il procédait à la planification, y avait-il pas de chrono où il devrait archiver? Chrono? Oui. Non, ça se passe pas. Il n'y a pas de chrono? Non, ça se passe pas comme ça, maître. Il n'y a pas de chrono. Donc, quand il planifiait, où on pouvait archiver pour avoir au moins une certaine mémoire de tout ce qui se passait en votre temps? Bien. Comme dans toutes les unités, vous pouvez vérifier, on fait la planification du lundi au dimanche. Vous comprenez? On fait la planification du lundi au dimanche. Quand ce tableau est exécuté, on enlève, et puis le planificateur, il met encore pour la semaine prochaine. Il veut savoir. Il n'y avait pas d'archives. Voilà. Donc, pas d'archives. Vous savez, le secrétariat général chargé des services spéciaux avait rang de ministère. Oui. Vous le savez, non? Oui. Ça veut dire qu'il n'y avait aucun service d'archives. Si aujourd'hui, permettez-moi, si aujourd'hui ce tribunal a besoin des informations, parce que ces planifications-là nous intéressent, surtout la planification du 28 septembre. Ça veut dire que ce tribunal n'a aucune possibilité d'accéder à ces informations à travers un service d'archives. C'est ce que vous voulez dire? Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de service d'archives sur nous. Les notes qui sortaient, les notes qui rentraient, là, on peut ouvrir des chronos. Mais les services ordinaires comme ça, là, non. Dans toutes les unités, vous pouvez vérifier, maître. Dans toutes les unités, vous pouvez vérifier. D'accord. En tout cas, le tribunal a le plus grand intérêt à vérifier de ses côtés. Parce que... Et ces jours-là, le jour du 28 septembre, et il y avait eu combien de personnes qui ont été planifiées? J'ai expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Ces jours, quel est l'itinéraire qui était indiqué pour l'équipe dirigée par mon colonel Blaise Goumou? J'ai retracé mon itinéraire, je ne peux plus revenir sur ça. Est-ce qu'il était prévu dans votre itinéraire que vous devriez vous retrouver, disons, au stade du 28 septembre? Est-ce que cela était prévu? J'ai tout expliqué, maître, je ne peux plus revenir sur ça. Alors, et puisque vous vous êtes retrouvé en ces lieux, alors que ce n'était pas prévu dans votre itinéraire, et étant entendu, c'est vous-même qui l'avez rappelé ici, à des questions posées par le président, monsieur le président de ce tribunal, que vos attributions consistaient
à y mener les activités de police judiciaire, mais aussi des patrouilles. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire à quel titre vous vous êtes retrouvés là-bas, puisque nous avons le dossier de la procédure, ça a été discuté ici, et vous ne faisiez pas partie des services de sécurité qui étaient planifiés ces jours. J'ai largement expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Très bien. Parlons maintenant des élèves, gendarmes, des stagiaires. Ces stagiaires venaient d'où? Qui vous accompagnaient ces jours-là? C'était des stagiaires mélangés venus de Symphonia et de Calia. Je n'ai pas compris. C'était des stagiaires venus du centre de formation de Symphonia et de Calia. Et mélangés quoi. Ok. Où sont-ils? Ils sont dans les unités. Ils sont dans les unités. Je pense qu'actuellement, certains peuvent être adjudants-chefs, d'autres sont lieutenants, ainsi de suite. Et ils sont dans les unités. Et pour ils ont passé combien de temps dans votre service? Bon. 2009. Parce que moi j'ai quitté en 2010. J'ai quitté en 2010. Okay. J'ai laissé les autres là-bas, j'ai quitté. Vous les avez laissés en stage quand vous quittez? Non. Après le stage, oui, il y a la confirmation. Oui, il y a eu une attestation qui leur a été délivrée. Non, il n'y a pas on ne peut pas vous donner. Ça a été sanctionné par quoi, leur stage? Vous savez, il y a, quand vous sortez, moi-même j'ai bénéficié de cet avantage. Dès que vous sortez de l'école, puisque vous avez appris comment faire les auditions théoriquement, comment interpeller les gens, quelles sont les règles qu'il faut observer dans le cadre du maintien de l'ordre. Leur stage a été sanctionné par quoi? Je voulais lui. Bon, il n'y a pas de certificat. C'est ce que je voulais lui faire comprendre. Ont-ils déposé des rapports de stage? Ces élèves-là, gendarmes, ont-ils déposé des rapports de stage? Non, il n'y a pas de rapport de stage. Il n'y a pas de rapport de stage. C'est une période transitoire. Pour un moment donné, dès que la période la passe, on les confirme et passe au grade de margie. C'est curieux, je pense que le ministère public a le plus grand intérêt à s'informer autour de ces élèves gendarmes. Ça pourrait être d'une importance capitale. Voilà. Vous avez eu ici à parler de la garde présidentielle. Alors, quelle différence faites-vous entre la garde présidentielle et le régiment? La garde présidentielle, son échelon supérieur, c'est le régiment. Oui. Vous pouvez nous expliquer? Non, je ne peux pas vous expliquer, c'est un peu technique, je ne peux pas vous expliquer. De quelle est la différence? Oui. J'ai fait la différence. Vous savez, c'est l'occasion pour nous d'apprendre auprès de vous sur des questions intéressant ces procès qui ne sont pas, permettez-moi, qui ne sont pas des questions strictement juridiques, mais qui sont des questions militaires. Je crois que ça plaide même en votre faveur, parce que ça va permettre à cette juridiction de faire une meilleure appréciation des faits. Donc, il est toujours important d'expliquer ce qui est à expliquer lorsque c'est technique. Je ne peux pas expliquer ici. Je me suis limité, j'ai parlé même de la garde présidentielle seulement parce que par rapport à certaines attributions, mais je ne peux pas vous expliquer. Je n'ai pas de réponse par rapport à ça. Vous avez eu à dire que cette garde présidentielle, alors au temps du CNDD, comprenait le camp, vous avez parlé du camp Koundara, vous avez parlé du camp Kamayen, vous avez parlé du J. Alors, est-ce que vous qui avez accepté d'en parler, vous pouvez nous dire quel est l'effectif de chacune de ces unités?
Je ne peux pas vous parler des effectifs de chacune des unités, mais j'ai voulu vous faire comprendre, comme vous ne me laissez pas tellement parler, sinon ça pourrait aider le tribunal à mieux comprendre. Pourquoi, dans quel contexte j'ai eu à parler de ça? Oui, allez-y. Quand j'ai dit le camp de Koundara, Bellevue, Koronti, kilomètre 36, je veux parler de l'échelon 3 de la garde présidentielle. Il y a l'échelon 1, il y a l'échelon 2 et il y a l'échelon 3. Maintenant, le commandant de la garde présidentielle, l'échelon 3, qui est composé de GIR, GIR là déploie son personnel au camp au barrage Kaka. Ceux qui vont souvent à Kindia, vous les voyez là-bas. Vous voyez les bleus rouges au barrage là-bas qui contrôlent la sortie et l'arrivée d'une éventuelle militaire. L'autre côté, barrage 66, je voulais tout simplement vous dire, aucun détachement militaire ne pouvait franchir ces barrages sans que le commandant de la garde présidentielle ne soit informé. Alors, si les éléments là échappent au contrôle de ceux-ci, mais avant de rentrer au camp Alpha, vous comprenez qu'il y a des issues. Les différentes sorties, les différents portails là, sont tenus par des militaires. Vous comprenez? Ça, c'est l'échelon 2, qui est un peu proche de la garde rapprochée du président. Donc, ceux-ci-là ne peuvent pas rentrer au camp sans que le commandant de la garde présidentielle ne soit informé. Et donc, c'était par rapport à ce qu'on disait que les recrues de Kalia étaient venus au camp, ils étaient rassemblés là-bas, par-ci, par-là. Ça m'a donné à réfléchir. Voilà, c'était par rapport à ça. S'il vous plaît, bon, ça, ce sont les faits. Quels sont les critères de nomination pour être nommé commandant d'une telle unité? Pour être nommé commandant, quels sont les critères? Quel commandant? Pour être nommé commandant de ces unités-là. Bon, moi, je ne peux pas vous dire les critères. Ça dépend de celui qui fait le choix. Mais les critères fondamentaux, en réalité, c'est la compétence. La probité morale. Alors, compétence, probité morale. Je continue. Quelle est l'autorité de nomination des commandants de ces unités? Moi, je ne relève pas de la garde présidentielle. Quelle est l'autorité de nomination? Je ne sais pas. Alors, n'est-ce pas le président de la République? Je ne sais pas. Et si le président de la République ne nomme pas un militaire comme commandant d'une telle de ces unités, comment vous pouvez dire que M. Aboubakar Diakité Ditumba était le commandant du camp Koundara? Comment pouvez-vous vous le permettre? Bien, très bon. Alors qu'il n'a pas été nommé et vous n'avez pas fait état d'un acte de nomination ici. Très bonne question. Malgré que j'avais expliqué, maître, j'ai dit encore une fois que le commandant Aboubakar Siddiq Diakité Ditumba, au regard des explications qu'il a eu à donner, au regard des faits, des actions qu'il menait, me laissait croire qu'il était le commandant de la garde présidentielle. Deuxièmement, parmi les actions, parmi les comportements, il a expliqué ici devant ce auguste tribunal que quand Makambo est allé interpeller à Koundara 2 éléments et que Begré lui a rendu compte, il a aussitôt réagi. Il a dit que pourquoi vous laissez vos éléments sans vous référer? Il s'est déplacé pour aller les libérer. Okay, ce qui veut dire... Vous êtes en train de revenir. Voilà. Permettez-moi. Vous savez pourquoi je vous ai posé cette question? Parce que vous partez d'un raccourci trop simple pour faire une déduction inacceptable. Vous avez suivi le colonel Moussa Tchegoro ici. Il a dit
que lorsque des manifestants avaient été arrêtés par des policiers, qu'il est venu leur demander, leur donner des instructions allant dans le sens de leur mise en liberté. Est-ce que ces policiers-là relevaient de son autorité? Il l'a fait. Et en menant un raisonnement, en s'inspirant de votre raisonnement, c'est comme si on pouvait dire que le fait par Tchegboro d'être venu faire libérer aussi ces manifestants en donnant des instructions à des policiers qui ne relevaient pas de lui, ferait de lui leur commandant. C'est pour vous dire tout simplement que votre raisonnement ne tient pas et je poursuis. Comme ce n'est pas une question. Oui, non, ça ne tient pas. C'est ça. Vous avez tenu ici. Vous avez tenu ici un propos. Je voudrais vous demander. Vous avez dit, si vous vous rappelez, avoir dit ici que parmi les personnes qui vous connaissent, qui vous côtoient, que ces personnes, vous aurez dit, vous portez la tenue seulement, mais vous n'avez plus l'esprit militaire. Vous vous rappelez? Très bien. Qu'entendez-vous par esprit militaire? Bien. L'esprit militaire, d'abord c'est l'efficacité, l'attitude. Mais maître, je dois vous dire que ça fait un peu longtemps, j'ai cessé à peu près, j'ai perdu mon attitude militaire. Comment? J'ai pris suffisamment de temps à former les anciens commandants d'unité. Parce qu'à un moment donné, quand on a formé les OPJ là étaient formés pour connaître l'établissement des procès-verbaux à actes séparés. Cependant, les commandants d'unité anciens là ne connaissaient que l'établissement des procès-verbaux à actes uniques. J'ai dit au général Badé, si nous laissons les OPJ là aller vers ceci, il y aura vraiment mésentente. Faisons en sorte qu'on donne des cours de remise à niveau. D'autres questions? Voilà. Et ne trouvez-vous pas qu'en tenant de telles affirmations, moi j'ai une autre appréhension, comme beaucoup de Guinéens, en tenant une telle déclaration. Est-ce que vous ne pensez pas avoir cherché à rabaisser notre vaillante armée en vous mettant en valeur, en vous présentant comme si vous étiez le seul et unique soldat? Non. Après cette formation, je suis venu maintenant au niveau de la magistrature militaire. Là-bas, aucune attitude militaire qu'il faut poser. J'ai pris combien de temps pour la formation de la magistrature militaire? J'ai pris combien de temps auprès des vaillants magistrats de notre pays qui m'ont formé pendant le stage. Durant tout ce temps, moi, je ne portais pas la tenue. Je portais la tenue civile. Après le stage, on est parti à l'intérieur pour la vulgarisation du code de justice militaire. Après, on est venu dans les différentes juridictions. Maintenant, au fur et à mesure, je m'éloignais. Voilà. Bon. C'est dans ce contexte, ce n'est pas autre chose. Et je ne suis pas le plus instruit dans l'armée, non? Bon, ça a tout l'air, hein? Non? Je vais poursuivre. J'ai des formateurs qui sont vous avez dit ici que votre chauffeur, il s'appelle Moto, hein? Oui. Voilà. Et il était gendarme comme vous? Moto était gendarme. Il était gendarme. Affirmatif. Ok. Et il portait des bérets rouges lui aussi? Non. Il ne portait pas de bérets rouges? Non. Est-ce que vous le connaissez bien? Maître Doumbouya, vous pouvez communiquer ces photos-là? Alors, son client qui doit recevoir. Non, maître, ça va finir. Ça va finir. Donnez d'abord. Oh. Vous le reconnaissez là-bas? Je le reconnais bien. C'est lui, Moto. Affirmatif. Très bien. Vous voyez, quand on vous dit ici
Quand on vous dit ici que des gendarmes portaient des bérets rouges, vous niez. N'est-ce pas la preuve entre vos mains? Je peux... Oui, allez-y. Bien. Moto, que vous voyez, à la sortie de l'école de gendarmerie de Sonfonia, avec certains élèves gendarmes féminins, vous pouvez le vérifier, avec certains élèves gendarmes féminins, étaient avec Segouba. Après, Moto a émis le souhait de quitter pour venir connaître réellement le métier de l'arme. Vous comprenez? Pour venir connaître réellement le métier de l'arme, parce que là-bas, il ne faisait que monter, descendre. Ce qui se passait, c'était incompatible. On va continuer. Hein. Voilà. C'est dans ce sens-là, il est venu, il a demandé et qu'on l'a mis sur règle tout. Voilà, le reste, ce sont des commentaires. Voilà. Alors, assumez-vous vos déclarations de bravoure faites à cette part, selon lesquelles, si vous étiez chef d'état-major, vous auriez mis Toumba dans les cordes. Vous les assumez? J'ai expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Est-ce que vous les assumez? J'ai expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Êtes-vous prêt à un duel, à un combat de corps à un combat face à face, homme à homme, avec M. Diakité? Mais ça, c'est trop enfantin. C'est une question simple, il peut répondre. C'est une question simple. Est-ce qu'il est prêt? Oui? Êtes-vous prêt à cette épreuve de force? Malheureusement, je ne suis pas chef d'état-major. Très bien. Merci d'avoir décliné. Voilà. Je passe à présent le micro au Baobab. Mesdames et messieurs, comme vous l'avez constaté, nous sommes au terme de cette audience, justement, 4e journée de comparution de l'ancien procureur militaire, le colonel Blaise Gomou, qui passe des moments palpitants ici, justement, en rapport avec ses interrogatoires et ses contre-interrogatoires avec la partie civile, les avocats du très célèbre commandant Abakar Sidiki Diakité dit Toumba, mais aussi des autres avocats de la défense. Pour le moment, le colonel Blaise Gomou rejette toute responsabilité présumée par rapport au massacre du 28 septembre. Il a été interrogé sur un certain nombre de questions relatives à sa présence au stade du 28 septembre, le jour, n'est-ce pas, fatidique. Il a rejeté les responsabilités, il persiste et signe que le commandant Toumba serait celui par qui cette tempête meurtrière a commencé au stade du 28 septembre, même s'il indique n'avoir pas vu Toumba tirer sur la foule, mais il persiste et signe que le commandant Toumba est arrivé avec des bérets rouges de la garde présidentielle, et à leur arrivée, ils ont justement asséné des coups en direction du stade du 28 septembre. Actuellement, l'heure est la confrontation des preuves et contre-preuves. Des photos ont été brandies, n'est-ce pas, des questions de charniers ont été évoquées, notamment l'exhumation des charniers de Faban, mais aussi la comparution de tout le gouvernement version d'Addis en 2009. D'autres questions aussi justement sont explorées. Le colonel Blaise Gomou, qui se dit procureur, tente même de donner quelques cours de droit à certains avocats. En tout cas, mesdames et messieurs, sa comparution suscite des grands espoirs. Nous sommes au palais de justice de Conakry. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir pratiqués et on se retrouve demain encore pour d'autres axes justement de ce procès qui alimente la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme, FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGDH, l'Association des parents victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA. Monsieur Blaise Gomou, venez à la barre, s'il vous plaît. La partie civile a la parole pour la suite de ces questions. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les assesseurs. Mon commandant...
Monsieur Blaise Goumou, bonjour. Bonjour, maître. Bien, nous allons continuer avec les questions. Hier, je vous avais demandé que, vous savez, lorsque les faits viennent de se commettre, l'esprit est encore frais. Que les déclarations qui surviennent en ce moment